Madame Anna Zamaraeva, et après Madame Anna Zamaraeva, Mesdames, Messieurs, nous allons donner la parole à celle qui représente ce soir l'agence fédérale de la jeunesse de la Fédération de Russie, Madame Anastasia Tchernobyl-Chenko. Merci une fois de plus et sans oubliez, mesdames, messieurs, de vous saluer, vous, les partenaires de cette journée, que vous soyez des écoles, que vous soyez alors de la presse. Merci infiniment. Vous qui nous suivez à partir d'Internet, sachez que nous sommes ensemble. Vous qui nous suivez depuis le salon, depuis devant le petit écran, merci de rester toujours fidèles à nos programmes, que ce soit au niveau d'Africa Télévision, au niveau de Perspectives sahéliennes. Et sans aucune perte de temps, encore, mesdames, messieurs, vous qui êtes là sous vos ovations, monsieur Mamadou Ba pour son discours de bienvenue. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, chers collègues, chers partenaires, mesdames et messieurs de la presse, la jeunesse vivement représentée ici ce soir, bonsoir. Bienvenue à cette journée de célébration de la Russie. À travers cette journée, nous allons une fois de plus réaffirmer notre engagement et notre collaboration avec la Grande Russie, un pays qui, par des actions, a démontré son engagement auprès du Mali, une amitié d'une très longue date. La flamme a été réallumée pour la bonne cause, pour la paix, pour la cohésion sociale, pour la sécurité au Mali. Nous profitons de cette journée pour nous aussi à notre tour démontrer à la Russie que nous serons toujours là avec eux dans cette lutte de l'obtention de la souveraineté, de l'égalité et surtout dans un partenariat gagnant-gagnant et dans le respect mutuel des deux pays. La Russie doit savoir qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Les peuples de l'AES, sinon les peuples du Sahel, sont à ses côtés. La Russie a prouvé plus d'une fois qu'elle est ouvertement avec nous au moment où tout le monde abandonne le navire Mali, au moment où tout le monde abandonne les bateaux Tombouctou sur le fleuve du Niger. La Russie a posé plus d'une fois son droit de veto pour venir au secours à notre très chère patrie qui est le Mali. Si aujourd'hui on nous donne l'occasion de célébrer la Russie, eh bien nous dirons Zion Gracia. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était là le discours de Mamadou Ba pour nous souhaiter à toutes et à tous au siège de son association Perspectives sahéliennes la bienvenue à nous tous, à Anna Zamaraeva pour son discours. Anna, que je vous demande d'applaudir, et Anna sera traduite par Tatiana. Anna, on les applaudit. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые партнеры. Cette belle fête ici avec vous dans la République du Mali à la ville de Bamako. За тысячелетнюю историю наша страна пережила разные периоды. Периоды расцвета, периоды падения, периоды открытий, периоды войн и кризисов. Pendant notre histoire, qui dure des milliers d'années, notre pays a survécu beaucoup d'événements, les époques de la guerre, les époques de la paix, beaucoup de choses. Мы также, как и вы, боролись за свою независимость и суверенитет. Nous avons combattu autant que vous pour notre indépendance et notre souveraineté. На протяжении вековой истории мы боролись и победили монгольское нашествие, польскую интервенцию, попытку Франции захватить Россию во главе с Наполеоном. Pendant notre histoire, nous avons survécu l'attaque de Napoléon, l'intervention polonaise et les attaques mongolaises. В этом году мы отмечали 80 лет победы над нацистской Германией. Германия также пыталась установить рабство над всеми континентами.
Cette année, nous avons célébré le 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme, l'Allemagne nazie. Et l'Allemagne nazie, elle a essayé d'établir d'établir la victoire contre tous les pays. После Второй мировой войны Россия вместе с лидерами африканских стран продолжила бороться с колониальным наследием. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Russie, avec les leaders des pays africains, a poursuivi sa lutte contre l'héritage colonial. Но сегодня мы видим в 21 веке, что вновь пытаются европейские страны, западные страны переписать историю освобождения Африки. Mais aujourd'hui, dans le 21e siècle, nous voyons les pays occidentaux à réécrire l'histoire, y compris l'histoire des pays africains. Франция и ряд других европейских государств по-прежнему выкачивают ресурсы из Африки и выполняют свою экономику европейских стран. La France, avec d'autres pays occidentaux, ils continuent à prendre les ressources de l'Afrique en remplissant leur propre économie par les ressources de l'économie d'autres pays. Недавно мы узнали, что украинские беспилотники были найдены на территории Мали, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Мали. Récemment, nous avons appris que les drones ukrainiens ont été utilisés au nord du Mali, essayant de déstabiliser la situation dans la République du Mali. Но Россия вместе с малийской армией продолжит бороться за независимость страны, за гордый, миролюбивый малийский народ. Mais la Russie, en ensemble avec l'armée malienne, nous poursuivrons notre lutte pour l'indépendance du Mali, pour l'indépendance du peuple malien qui est digne et fier. Наше информационное агентство «Африканская инициатива» продолжит рассказывать правду о реальных событиях. Notre agence de presse, l'initiative africaine, continuera à raconter la vérité sur les événements qui se déroulent. Мы рады развивать наши равноправные отношения, братские, между Россией и Мали. Nous sommes ravis à développer nos relations égales de fraternité entre la Russie et le Mali. Да здравствует дружба между Россией и Мали. С Днем России, друзья! Vive l'amitié entre la Russie et le Mali. Jolie fête, belle fête de la Russie, chers amis. Merci beaucoup. Madame Anna, que je vous demande d'applaudir une fois de plus. À présent, nous allons appeler celle qui représente ce soir l'Agence fédérale de la jeunesse de la Russie, Madame Anastasia Tchernobrivchenko, que je vous demande d'applaudir très très fort. Et quelque chose de très très intéressant, quand même, elle a un programme à décliner pour vous. En septembre, il y a quelque chose de très très intéressant qui se prépare déjà. On l'applaudit. Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez possibilité de prononcer mon nom, vous c'est la langue russe. Donc, je m'appelle Anastasia, vous pouvez m'appeler Nastia, et je représente l'Agence fédérale de la jeunesse de la Fédération de la Russie. Et spécialement, je travaille à la direction du Festival mondial de la jeunesse. Aujourd'hui, quand on félicite la journée de la Russie, de ma patrie, je voudrais dire que je suis très heureuse que ma pays organise beaucoup de projets pour la jeunesse et toutes
toute la jeunesse peut participer à ce projet. Et spécialement, je vous invite de participer à notre projet, de prendre part au concours qu'on organise. Le directorat du Festival mondial organise les forums et les festivals partout dans la Russie. Par exemple, cette année, à Nizhny Novgorod, c'est le centre de notre pays. Nous organisons l'assemblée du Festival mondial de la jeunesse. Et on attend les représentants de l'Afrique ici, et spécialement du Mali, ici à Nizhny Novgorod. Aujourd'hui, vous allez voir les vidéos avec le QR code et vous pouvez s'enregistrer pour ce projet. Mais ce n'est pas le seul projet. C'est pourquoi, encore une fois, je suis très heureuse qu'on a plusieurs opportunités à collaborer ensemble et à construire le monde équilibré où chaque personne peut se développer et créer, réaliser leurs idées. Merci beaucoup. Bonne journée de la Russie. Merci beaucoup. Alors, vous avez certainement pigé le moment. En septembre, il y a le Festival de la jeunesse qui sera organisé à Nizhny Novgorod en Russie. Et donc elle est là dans le cadre justement du lancement de ce festival des jeunes. Et elle travaille à la direction justement de ce festival de la jeunesse qui cette année se tient au mois de septembre à Nizhny. Et donc des inscriptions sont déjà ouvertes. Et tout cela intervient à un moment très intéressant. Et j'ai le plaisir de vous dire que les inscriptions ont commencé. Je répète, les inscriptions ont commencé. Et je répète une dernière fois, les inscriptions ont commencé. Les Maliens comprennent alors ce que je suis en train de dire comme ça. Donc allez vous inscrire et que les meilleurs gagnent. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre maintenant et nous allons passer à la conférence débat proprement dite. Et cette conférence, nous l'avons dit, elle est intitulée La Russie et le Mali de l'Union soviétique à nos jours. La Russie et le Mali de l'Union soviétique à nos jours. Madame, Monsieur, pour bien cerner cette thématique, nous avons fait appel à des panélistes et ce sont des panélistes qui connaissent très bien le sujet, qui le maîtrisent parce qu'ils ont tous vécu d'une manière ou d'une autre, on va dire, sous l'Union soviétique, mais aussi dans la Russie. Et le tout premier que je vais vous présenter est un jeune, lui, il n'a pas vécu sous l'Union soviétique, ça c'est sûr, mais comme il a dit, en Russie, il est minier, et même en octobre 2024 passé, du 10 au 20 octobre 2024, il était en Russie, précisément à Saint-Pétersbourg, où il a participé à un grand forum. Et ce forum-là parlait justement des ressources minérales comme étant les bases pour asseoir la souveraineté d'un peuple. Et c'est tout premier, c'est M. Djibril Diallo, vous le connaissez, il est le président, le fondateur de l'association APVREM, Association pour la promotion et la valorisation des ressources minières du Mali. Rappelons-nous, lui et puis Ferme Mali, ils ont mené beaucoup de combats et on peut dire qu'ils ont beaucoup aidé à la relecture du code minier du Mali. Ils ont beaucoup contribué à donner un contenu à ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu local. Lui-même, il est ingénieur minier, ingénieur géologue et universitaire. Il s'appelle Djibril Diallo, que je vous demande d'applaudir très très fort, mesdames et messieurs. Alors, il aura 10 minutes quand il va faire sa communication, et sa communication va nous parler de l'état des lieux de l'exploitation minière en Russie avant Poutine. Il nous fera également l'état des lieux de cette exploitation minière depuis que Poutine est au pouvoir, et il nous fera un parallèle si
il y en a ces parallèles-là entre la gestion de Poutine sur les questions minières et la gestion des autorités de la transition sur ces mêmes questions. Alors après Djibril Diallo, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur également de vous présenter M. Amara Simbara, que je vous demande d'applaudir très très fort, qui est un ancien de la Russie. Il vous dira l'année à laquelle il a été en Russie et tout ce qu'il a fait. Il est ingénieur génie civil, il fait partie de nos consultants par rapport à tout ce qui est question de Russie. Et nous nous souvenons, en octobre ici, on a fêté avec lui l'anniversaire de Vladimir Poutine et nous avons appris tellement de choses sur Poutine et sur la Russie à travers M. Simbara, que je vous demande une fois de plus d'applaudir, mesdames et messieurs. Et donc avec M. Simbara, on va parler globalement de l'Union soviétique et des relations de l'Union soviétique avec le Mali. Et avec M. Simbara, on ne va pas être dans ce chapitre-là seulement avec M. Simbara, on va l'être avec M. Ba Diakité, qui aussi depuis les années 79 était dans l'Union soviétique et il est docteur, il a son PhD en sciences de l'éducation et spécialité langue russe qu'il a apprise à l'université Pushkin de Leningrad, on va dire, de Moscou. Donc M. Bachakité, que je vous demande d'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Et enfin, mesdames et messieurs, nous aurons Daouda Tekete, que vous connaissez tous très bien, journaliste de carrière, 25 ans de présentation de débats à l'ORTM et à son actif plus de 500 débats télévisés. Et il a été un conseiller au niveau du ministère de l'Éducation pendant 20 ans également, où il a servi comme conseiller à la communication, 8 ministres quand même de ces pays, auteur à succès, il est auteur d'une vingtaine d'œuvres et des œuvres qui nous parlent des traditions africaines, mais des œuvres aussi qui nous parlent de l'éducation, de la politique au Mali. Et un de ses livres phares a été Modibo Keïta, portrait inédit du président. Et c'est à ce titre de journaliste, de traditionnaliste, à ce titre d'homme de l'éducation, d'homme de valeur que nous l'avons invité, et aussi et surtout du fait que non seulement Tekete véhicule les idéaux de Modibo Keïta, mais Tekete, mieux que quiconque, sait exactement les profondeurs des relations entre Modibo Keïta et l'Union soviétique. Et donc avec Tekete, les choses vont être beaucoup plus précisées. Donc, dans la Tekete, que je vous demande d'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Et donc, sans plus tarder et avec votre permission, nous allons commencer cette conférence par M. Amara Simbara, à qui nous allons demander de nous faire une présentation de sa communication sur l'Union soviétique et le Mali. On applaudit une fois de plus, mesdames et messieurs. 10 minutes, hein. Merci, madame, monsieur. Non, c'est pas Merci, mesdames, messieurs. Merci, mesdames, messieurs. Allô. Merci, mesdames, messieurs. Après la présentation des uns et des autres, je vais vous demander la permission quand même de pouvoir utiliser l'aide mémoire que j'ai en main, parce que moi je n'ai pas la mémoire des journalistes. Donc, dans ma petite connaissance et dans mes petites recherches, ce que je peux dire concernant la collaboration, d'abord avant que ce ne soit une relation diplomatique entre l'Union soviétique et le Mali, je vais diviser ça en quelques étapes. La première était de 1956 jusqu'aux indépendances, la phase cachée, parce qu'en ce moment le Mali était encore le Soudan français.
et on n'avait pas adhéré encore à l'indépendance, à la souveraineté. Mais pendant ce temps, la lutte de libération battait son plein. Et je ne vais pas citer tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais quand même en Guinée, au Mali et au Ghana, c'était vraiment palpable. Et donc, vu ceci, le 20 février 1956, le secrétaire d'État du Parti communiste de l'Union soviétique en son temps, Khrouchtchev, il a dirigé un congrès du parti qui a mis les bases de pouvoir aider, sur un plan géopolitique, de pouvoir aider les pays africains à se débarrasser du joug colonial. Donc, mais ça ne s'était pas ouvert jusqu'à ce que le Mali puisse avoir son indépendance le 22 septembre 1960. Et juste 3 semaines après les indépendances, donc l'accord de collaboration, sinon la signature de la diplomatie entre le Mali et l'Union soviétique a eu lieu. Et ces volets, l'Union soviétique considérait le Mali comme un point d'appui dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'était lié d'abord au charisme de Modibo Keïta, à l'engagement de Modibo Keïta, bon, pas seulement lui, Sékou Touré aussi, et puis Kwame Nkrumah, et qui étaient, dès le lendemain de l'indépendance, qui se sont orientés sur le socialisme. Modibo Keïta, je vais bien parler de Modibo Keïta ici, le père de la première nation de la première république. Donc cette collaboration avait eu plusieurs phases. Donc c'était en période de guerre froide, c'était nettement en période de guerre froide, et l'Union soviétique a aidé le Mali dans, je vais commencer d'abord par le volet militaire, parce que la jeune république avait fortement besoin d'avoir une armée pour faire face à l'ex-puissance coloniale qui n'allait pas nous laisser tranquilles, qui allait tout faire pour mettre les bâtons dans les rues. Donc il y a le volet de l'armée, il y a le volet économique, il y a le volet technique et il y a le volet culturel. Donc l'intensité même de cette collaboration avec la première république du Mali, comme vous le savez, ça n'a duré que 8 ans. C'était de 60 à 68. Donc, au lendemain, même vers les années en 61, il y a eu question de prévoir que, vu qu'en son temps, le Sénégal de Senghor avait essayé de mettre des blocus sur le Mali sur le plan du transport, donc de doter le Mali d'une compagnie de transport qui vraiment allait appuyer encore notre autonomie, que j'allais appeler ici la compagnie Air Mali. Donc en 61, l'Union soviétique a demandé au Mali d'envoyer des étudiants et élèves, il y avait même des élèves dedans, qui devaient aller suivre une formation accélérée en Union soviétique pour qu'au futur, ils puissent que l'équipage de Air Mali, avec le temps, puisse être 100% national. Donc il y avait le volet économique. Dans le volet économique, ce qui reste encore à la mémoire de tout le monde, ou bien ce qui reste visible, par exemple, je vais citer ici le barrage de Sélémé sur le fleuve Sankarani, l'usine textile de Ségou, la cimenterie de Diamou, la centrale thermique de Bamako, et aussi axer la recherche minière. Mon collègue pourra développer ça mieux que moi, mais dans la région de Gao sur l'or, le bauxite et puis l'uranium. Donc en 1962 déjà, la compagnie Air Mali a vu le jour. C'était le 20 mars 1962. Et dans toujours l'aide économique, il y avait eu le projet d'amélioration et d'aménagement de l'Office du Niger. Il y avait eu un projet grandiose là-bas.
Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et le projet était appelé projet Memba. Et ça devait faire plus de 100 000 hectares. Mais dans les années 80, quand la guerre en Afghanistan, ou je dirais quand l'Union soviétique a été obligée d'envahir l'Afghanistan, donc les ressources ont été redirigées sur cette guerre et donc ce projet Memba n'a pas pu être continué. Donc pendant le cadre des usines, il y a beaucoup d'usines qui ont été construites, des stades, des hôpitaux, je dirais aussi l'hôpital Gabriel Touré, l'aéroport de Gao, et puis dans le domaine militaire, on revient dessus, c'était la fourniture d'armes, d'équipements, des canons, des chars légers, des véhicules blindés, des avions de transport, Antonov, Ilyushin, et des avions de combat des MiG de 17 jusqu'à 21. La formation des officiers dans les académies militaires de l'Union soviétique ou dans les pays du pacte de Varsovie. Et il y en avait en Yougoslavie, en Roumanie et puis dans d'autres pays du pacte de Varsovie. Mais ce qui n'a jamais cessé, c'est les conseillers militaires. Les conseillers militaires qui ont entraîné la jeune armée malienne, entraînée et puis organisée. Et troisièmement, je veux citer ici l'aide à l'éducation. Là, l'aide à l'éducation, les bourses d'études dans toutes les spécialités ont été octroyées. Médecine, ingénieur, agriculture, sciences et tous les autres, droit et tout ce que vous pouvez penser. Donc, il y a eu dans l'ensemble, il y a eu plus de 20 000 bourses accordées au Mali. Donc dans les établissements qui ont aussi été construits sous l'aide de l'Union soviétique, il y a l'école normale supérieure, il y a l'Institut polytechnique rural du Katibougou, il y a l'école nationale d'administration et le centre de formation professionnelle et puis plein d'autres. Je ne pourrais pas citer tout ici, mais il y a des gens qui en savent mieux que moi, mais c'était vraiment considérable. Donc les bourses étaient octroyées. Si je prends par exemple l'année 88, mais avant ça, il y avait des bourses qui ont été octroyées par toutes les structures et organisations sociales ou politiques au Mali ici. Ce n'était pas seulement le ministère de l'Éducation qui octroyait des bourses, mais il y avait le comité de solidarité afro-asiatique qui donnait les bourses. Il y a l'Union nationale des femmes qui donnait, l'Union nationale des jeunes, l'Union nationale des travailleurs, le centre culturel russe qui était là qui donnait les bourses, et l'hyper de Katibou aussi qui donnait des bourses. Et ça n'a jamais cessé. Bon, il y a eu un petit moment où il y a eu une baisse de ces activités, mais réellement, l'Union soviétique, ensuite la Russie, n'ont jamais cessé de donner des bourses pour la formation des cadres au Mali. Donc, en bref, voilà ce que je voulais vous expliquer, parce que ce que j'ai dit là, ce n'est qu'une infime partie de l'aide que l'Union soviétique a accordée à la jeune République du Mali, et ensuite la Russie, qui a été héritière de l'Union soviétique, a continué jusqu'à nos jours. Des moments ça a flashé. Par exemple, de 91 jusqu'à 2020, ça existait, mais sous une forme qui n'était pas comme entre 60 à 68. Et nous sentons maintenant la relance à partir de 2020-2021, et avec le gouvernement de transition qui est orienté encore plus intensément sur la Russie. Et donc nous ne pouvons qu'en être fiers. Je vous remercie. Ok, mesdames, messieurs, nous applaudissons encore M. Amara Sembara, s'il vous plaît. Alors, à présent, nous allons donner la parole au docteur Diakité, voilà, pour nous présenter sa communication. Ok. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cette salle impeccable.
Moi, ma communication va en premier lieu s'adresser à la jeunesse. Je vais traiter un peu de ce que notre école n'enseigne pas beaucoup. Très peu de jeunes ici connaissent grand-chose sur la Russie et les Russes. Donc, la révolution russe, je vais en parler. Et comment, et quelle analogie il y a entre cette révolution et, pourquoi pas, la révolution malienne. Également, on va parler du courage du peuple soviétique, de son combat qui doit nous interpeller. C'est très souvent les gens pensent qu'ils sont heureux aujourd'hui, sans effort. Mais il faut connaître aussi qu'il y a eu des moments où ils étaient comme nous. En 1917, la Russie était un pays. Est-ce que vous laissez les micros? En 1917, la Russie était un pays qui avait énormément de problèmes. Un pays agricole, pas tellement industrialisé. On parle de la révolution russe de 1917. Mais il y a eu d'abord la révolution de février 1917. Ensuite, la révolution socialiste, la première révolution socialiste de l'histoire. La révolution de février a déposé le tsar. Après, il y a eu un gouvernement provisoire dirigé par Kerensky qui n'a pas répondu aux aspirations du peuple, aux attentes du peuple. Là, il a fallu que Lénine, revenu de l'extérieur, mobilise le parti bolchevique et tous les ouvriers et paysans et les soldats révolutionnaires pour renverser ce régime qui ne répondait pas aux aspirations du peuple qui s'est battu, pour faire de la Russie un pays socialiste, pour que la révolution socialiste triomphe en Russie. Ça c'est très important. Et ça, très souvent, j'en fais un parallèle entre ce qui s'est passé en Russie et ce qui s'est passé ici au Mali en 2020. On peut dire que Ibeka a été remplacé. Ensuite, il y a eu un pouvoir provisoire, temporaire, qui ne semblait pas répondre aux aspirations de ceux qui se sont battus dans la rue pour que les choses changent. Il a fallu une deuxième intervention du général Assimi Goïta pour rectifier le tir. Et on peut dire que ça c'est à peu près la deuxième révolution, semblable à la deuxième révolution russe que Lénine a menée pour que le peuple se reconnaisse dans son combat, dans sa révolution. Je crois que le parallèle est compris. Maintenant, quand la révolution russe a eu lieu, il y a quelque chose aussi auquel les gens ne savent pas ici, c'est que la Russie a eu affaire à l'Occident et aux ennemis intérieurs de sa révolution. La Russie a été pratiquement encerclée par ses ennemis. Il y a eu ce qu'on a appelé la guerre civile en Russie et l'intervention étrangère. Pourquoi? Parce que la révolution qui a gagné a signé la paix, parce qu'on était en 1917, c'était encore la Première Guerre mondiale. Les révolutionnaires étaient contre la guerre. Lénine a signé la paix, une paix séparée avec l'Allemagne. Il a donné la terre aux paysans qui travaillent, les usines également, les
nationaliser et les mettre à disposition des ouvriers. Ce qui n'a pas plu, bien sûr, aux capitalistes qui avaient beaucoup d'intérêt en Russie. La plupart des grandes industries étaient le monopole des étrangers. Donc, leur nationalisation n'a pas plu à ces étrangers qui se sont coalisés avec l'ennemi intérieur au sein de ce qu'on a appelé l'armée blanche. Vous avez tous entendu parler de l'armée rouge que Lénine et les bolcheviks ont fondé. Donc, entre ces deux camps, il y a eu la guerre civile jusqu'à la victoire de l'armée rouge. Maintenant, quand l'armée rouge a gagné, il y a eu, Lénine a décrété la NEP, la nouvelle politique économique, pour que le pays puisse faire face à des urgences telles que l'électrification de la Russie. Vous savez, on a toujours ces mêmes problèmes, et donc ce n'est pas seulement un problème malien. La Russie avait énormément de problèmes d'électricité. Or, Lénine disait que le communisme, c'est le pouvoir soviétique plus l'électrification de la Russie. Parce que sans l'électrification, on ne pouvait pas construire, on ne peut pas construire une économie, disons, développée. C'est ce qui a fait que, également, il y a eu les plans quinquennaux. Les plans quinquennaux, que Moribo Keïta également avait ici. Les plans quinquennaux qui consistaient à planifier le développement économique sur chaque 5 ans. À faire de grands travaux, à planifier ce qu'il faut faire pendant 5 ans. Et c'est ce qui a fait que la Russie est sortie très vite de l'ornière. Très vite de l'ornière. Mais après la guerre civile, il y a eu l'Union soviétique. L'Union soviétique date de quand? De 1922. Et l'Union soviétique, en ce moment, c'était seulement 4 pays. La Russie soviétique, l'Ukraine, la Biélorussie et la Transcaucasie. Et vous voyez qu'après, ça s'est étendu à 15 pays, 15 républiques socialistes qui ont pesé lourd dans le destin de l'humanité parce que la Russie l'Union soviétique était pratiquement la deuxième puissance économique au monde avant son intégration, sa désintégration. Donc quand 4 pays deviennent 15, pourquoi pas peut-être à l'avenir, nous pouvons aussi espérer que les 3 États de l'AES s'élargissent un jour à beaucoup de pays africains et que on arrive certainement à une plus grande intégration africaine. Voilà. Donc cet aspect, j'avais souhaité le faire comprendre à la jeunesse que la Russie a traversé des moments très difficiles pour pouvoir se relever. Mais ce n'est pas tout. On a parlé aujourd'hui de l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. La Russie est le pays qui a le plus souffert de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, on ne le sait pas ici. Mais les Russes ont laissé, l'Union soviétique a laissé plus de 20 millions de vies dans la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a été une catastrophe terrible. Après, le pays s'est relevé. Il s'est relevé pour devenir, avec sa résilience, son travail, son courage, sa solidarité, pour devenir la deuxième puissance économique et militaire du monde. Il est important quand même de souligner que Lénine, avant même la révolution russe, avait déclaré en 1916 que si la Russie devenait communiste, elle aiderait tous les pays en voie de développement. Donc,
Lénine est décédé en 1924, mais ses successeurs ont tenu ce pari. Ils ont tenu ce pari parce que les luttes de libération en Afrique ont toutes été appuyées par l'Union soviétique. L'Union soviétique a aidé tous ces pays, Guinée-Bissau, Angola, et Mozambique, tous ces pays qui se battaient pour leur indépendance. L'Union soviétique les a aidés. En ce qui concerne le Mali, comme vous le savez, bon, moi-même je suis un produit de la coopération Mali-Russie. Parce que j'ai été d'abord professeur de langue russe au lycée. Et quand j'arrivais en 1981, tout jeune professeur au lycée de Nioro, j'ai eu une grande surprise. Quand on est arrivé à l'inspection de l'enseignement, il y avait un vieux, quand nous nous sommes présentés, il me dit « Professeur de russe ». J'ai dit oui. « Professeur de russe ». J'ai dit « À toi, tu viendras chez moi. Tu vas vivre chez moi ». Et c'était qui? C'était Amadou Djikoroné. Amadou Djikoroné. Je crois que les Maliens connaissent son patriotisme, son engagement. C'est quelqu'un qui, après la chute de Moribourg, a fait 10 ans de bagne, de tôle, de prison. Les militaires l'ont incarcéré 10 ans. Mais c'est quelqu'un qui est resté fidèle à l'idéal du bonheur du peuple malien, à l'idéal du socialisme qu'ils avaient combattu. Donc, il m'a adopté comme son fils. D'ailleurs, mon premier fils porte son nom. Vous voyez. Donc, la coopération avec l'Union soviétique, ça a engendré énormément de choses. Énormément de choses. Le rapprochement du Mali et de l'Union soviétique, du Mali et de la Russie, mais également du rapprochement entre nous Maliens ici qui avons étudié en Russie. Les Maliens qui ont étudié en Russie, ils sont très nombreux. Et partout où ils se rencontrent, c'est pratiquement la fraternité, la parenté. Cela intéresse. Au-delà de la coopération telle qu'on la voit à grande échelle, il y a des choses assez simples qu'on ne voit pas toujours. Nous allons faire souvent des rangs, de longs rangs devant les ambassades occidentales. Mais entre le Mali et la Russie, tout détenteur de passeport de service peut aller en Russie, séjourner pendant 90 jours. Il n'a pas besoin de demander un visa. Ça, c'est des facilités extraordinaires que l'on ne trouve pas dans toutes les coopérations. Maintenant, je ne vais plus. Je vais laisser la parole bientôt à Dr. Tekete. Peut-être avec les questions. Ok, on va approfondir le reste. C'est ça. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Diakité, que je vous demande d'applaudir. Merci. Donc, à présent, comme lui-même il avait déjà compris, c'est Monsieur Daouda Nama Tekete qui va maintenant nous parler de l'Union soviétique et de la gouvernance Modibo Keïta, des précisions, des détails que nous attendons ce soir, M. Tekete. Que je vous demande d'applaudir très très fort, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Moi, je commencerai d'abord à demander l'autorisation que je m'adresse à nos amis russes en quelques mots parce que je suis sortant d'une des plus prestigieuses universités de l'époque soviétique, l'université d'État de Leningrad, où j'ai étudié à la faculté de journalisme de l'université d'État de Leningrad. Donc quand je me trouve aujourd'hui devant des amis russes, ça fait depuis longtemps, j'ai quitté l'Union soviétique en 1985. J'ai oublié un peu la langue parce que je ne la pratique pas, mais mes souvenirs sont tels que je demande à l'assistance de me permettre de dire quelques mots
en russe, tel que je m'en souviens encore à nos amis russes. Разрешите мне прежде всего сказать несколько слов. У нас в Мали мы знаем, что борьба за мир во всем мире это была всегда борьба русского народа. Для этого скажем спасибо вам. Ура! 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 Donc voilà ce que je voulais dire à nos amis russes. Et comme demandé, je dis, chez nous, dans nos traditions authentiquement maliennes, nous disons toujours dans notre jargon, Bonyabé, Bonyamasiribé. Cela veut dire, quand je tente de traduire cela dans mon français prosaïque, cela veut dire notre respect et notre considération au Mali échoit à ceux qui nous en vouent autant. Donc cela dit, pour parler des relations entre le Mali et la Russie d'aujourd'hui, je dirais que cela remonte bien avant l'indépendance du Mali. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire déjà qu'avec l'avènement en Russie de ce qu'on appelle l'Union des Républiques soviétiques socialistes, mon cadet l'a tantôt évoqué, le combat, je l'ai dit tantôt, du peuple russe et des peuples qui se sont affiliés à la Russie a toujours été de faire en sorte qu'il y ait la paix au monde. Et que tant qu'il n'y a pas de paix au monde, il sera difficile d'arriver à un développement humain durable. Je rappellerai pour cela que déjà en 1924, à la 5e conférence panafricaine qui s'est tenue à New York, aux États-Unis, les conférenciers ont estimé devoir adresser à l'Union des Républiques soviétiques socialistes un message de remerciement pour le combat que mènent les peuples soviétiques pour la paix et contre la colonisation à travers le monde. Ça, c'est un rappel. C'était déjà en 1924. Donc, pour revenir un peu aux relations avec le Mali, je dirais que les premiers contacts entre le Mali ou les Maliens et l'Union soviétique, donc je dirais que la Russie, date des années 30. Il y avait un Malien du nom de Djiboko Grand Kouyaté, communiste, qui était d'abord enseignant dans son pays au Mali, qui a mené d'intenses activités syndicales et politiques pour la libération du peuple soudanais. À l'époque, on nous appelait, aujourd'hui Mali. Et une des premières actions qu'il a posées comme telle, c'était d'organiser les ouvriers du chemin de fer à Toukoto pour gréver afin de majorer leur salaire compte tenu du travail intense qu'ils menaient. Et ça, c'était en 1921. Pour avoir mené cette activité, il a été muté en Côte d'Ivoire. On l'a sorti de son pays natal, le Mali, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et là-bas, il a fait preuve d'efficacité telle que finalement, la peur a encore touché l'administration coloniale en Côte d'Ivoire. Et pour l'éloigner de l'Afrique, on l'a envoyé en France. Et là-bas, il a adhéré au Parti communiste français. Et c'est donc lui qui, déjà dans les années 30, dans le cadre de l'international communiste, a foulé pour la première fois en tant que Malien, enfin à l'époque on était soudanais, on les appelait, il a foulé le sol de Moscou. À l'époque, c'était Joseph Staline qui dirigeait l'Union soviétique. Donc comme ça, les choses ont continué. Et c'est lui, pour la première fois, qui a fait connaître la terre du Mali en Union soviétique. Donc les choses ont continué à évoluer. Et quand les choses ont évolué, je l'ai dit, le peuple russe, avec tous ces autres peuples qui se sont affiliés à la Russie, dans le cadre de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, n'a jamais baissé le bras pour permettre à tous les peuples épris de paix sous domination coloniale d'accéder à la souveraineté pleine et entière. Cela ne s'est jamais démenti. Donc, et c'est ce combat qui a continué. Quand nous avons accédé à l'indépendance au Mali, sachant les dirigeants de l'époque dirigés par Modibo Keïta, sachant le contenu du combat de l'Union soviétique, le Mali donc a établi les relations diplomatiques avec l'Union soviétique
précisément le 14 octobre 1960. Depuis cette date, les relations n'ont fait que s'intensifier dans tous les domaines. Et quand nous avons compris que notre souveraineté pleine et entière ne pourra être une réalité que si nous possédons une armée solide. C'est comme ça que le président Modibo et ses compagnons ont demandé le 20 janvier 1961 aux troupes françaises d'évacuer complètement le territoire du Mali. Et en y allant, ils n'ont rien laissé. D'abord, ils ne sont pas partis le 20 janvier. Ils ont attendu 6 mois pour commencer à évacuer le territoire du Mali. Alors quand ils ont évacué, en y allant, ils ont tout détruit. Il n'y avait même pas une seule munition, à fortiori une arme. Et dans les camps militaires où ils étaient regroupés, ils ont arraché les câbles électriques. Ils ont empoisonné les puits qui se trouvaient dans ces camps pour que les soldats maliens qui viendront après en utilisant cette eau, ils meurent. Voilà ce que l'armée française a fait en partant d'ici. Et pire, ils ont demandé, lorsqu'ils commençaient à évacuer, ils ont demandé aux soldats maliens qui ont voulu rester avec le Mali dans le camp de Kati, tout près de Bamako ici, qu'ils donnent 48 heures à ces soldats qui veulent rester avec le Mali de quitter le camp militaire de Kati, sinon ils vont les tuer. Mais que ceux qui veulent rester avec l'armée française peuvent rester. Modibo informé a dit en Bambara, excusez-moi de dire cela, puis je le traduis, Ayou Tourou que les Kessédeka. Ils sont sur le pied de guerre, mais ils ne nous auront jamais. Finalement, ils sont partis. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qu'il fallait? On n'avait rien, même pas une munition pour notre armée, à forcener des armes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? La première délégation sortie du Mali pour tenter de trouver des armes pour la nouvelle armée qu'on a créée en octobre 1960, le 1er octobre 1960, une délégation a été envoyée au Caire. À l'époque, Kamel Abdel Nasser avait de très bons rapports avec Modibo. Lui, il n'avait pas une armée aussi puissante. C'est lui qui a donné à l'armée malienne les premières armes légères qu'on appelle fusils Hakim, dont on trouve encore des échantillons au niveau des camps à Kati. Alors, il nous fallait des armes lourdes. Alors, c'est ainsi que, précisément, le 21 février 1961, Modibo a dépêché à Moscou le ministre Ousmane Ba, accompagné du chef d'état-major général des armées, Abdoulaye Soumaré. Et c'est à cette occasion, le 21 février 1961, que les premiers accords militaires entre le Mali et l'Union soviétique ont été signés. Alors aussitôt, on a envoyé des armes, des tanks, des armes d'eau, et les choses ont continué aussi. Et ils ont commencé à réorganiser l'armée malienne pour que nous puissions faire face à nos ennemis. Donc, et ensuite, le 7 mars 1961, donc quelques semaines après, on a dépêché, Modibo a dépêché une autre délégation à Moscou qui était conduite par comment il s'appelle, Madira Keïta. Madira Keïta est allé pour signer des accords, cette fois-ci pas seulement militaires, mais de coopération économique, sociale et culturelle avec l'Union soviétique. Ce qui a marqué déjà le point de départ de l'intervention soviétique dans tous les domaines de la vie sociale, économique et culturelle politique au Mali. Donc voilà comment les relations ont commencé. Alors, maintenant, les choses ne se cantonnaient pas qu'à ce niveau. On a lancé un plan quinquennal, mon cadet vient de le dire, un plan de développement sur 5 ans. On venait de l'indépendance, on n'avait presque pas de base économiquement, et tenez bon, après près de 80 ans de colonisation, quand il partait, le Mali n'avait que 15 cadres supérieurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Difficile. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait essayer d'organiser tout ça, et très rapidement, pour que le pays ne sombre pas. Pire que tout ça encore, une semaine après la proclamation de l'indépendance, le 22 septembre 1960, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'époque, c'était la fin du hivernage au Soudan. Donc le Mali avait besoin, dans le cadre de la politique de commercialisation, d'acheter le surplus des produits agricoles des paysans. À l'époque, toutes les banques étaient des banques françaises. Ils ont demandé aux banques françaises, la France a demandé aux banques françaises de ne pas donner un seul franc à Modibo pour qu'ils puissent acheter les produits de commercialisation des paysans. Le Mali a été obligé d'aller vers le Ghana qui était indépendant en 1957
emprunté un peu d'argent pour venir faire ce travail. Et en 61, ils ont repris la même chose. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait intensifier la coopération avec les pays socialistes pour qu'on puisse sortir de cet engrenage. Et c'est comme ça qu'avec l'établissement du plan quinquennal, je ne vais pas trop développer les choses, je vais raccourcir un peu. Alors, ce plan quinquennal, sur 5 ans, je vais dire quelques réalisations, nous avons pu les faire à 60% à partir des efforts sur le plan national. Et 23% était l'appui de l'Union soviétique. 17% se répartissaient entre les autres pays socialistes et la France. Donc voilà ce qu'on a pu faire. Donc 60% pour le Mali lui-même, fait par le Mali, 23% d'apport de l'Union soviétique et 17%, 10% par les autres pays socialistes, la Chine, la Yougoslavie, etc. et 7% la France. Donc, c'est grâce à cela qu'en l'espace de 5 ans, dans le cadre du premier plan quinquennal, avec un prêt de 6 millions de roubles par les Russes, par l'Union soviétique, 9000 hectares ont été aménagés à l'office du Niger. Et ce sont ces hectares-là qui ont permis de produire de la canne à sucre pour installer la première usine de sucre au Mali. Ensuite, quoi d'autre? Avec toujours l'appui de l'Union soviétique, on a pu construire la cimenterie de Djamou. 100% du ciment qu'on utilisait au Mali venait de l'extérieur. Mais grâce à cette cimenterie construite par la Russie, on était arrivé à satisfaire les besoins au plan national à 85%. Et la tonne de ciment à l'époque coûtait 13 000 francs maliens. Une tonne, pas un sac, une tonne. Et ça, c'est avec l'appui de l'Union soviétique. Ensuite, dans le domaine des transports, qu'est-ce qui a été fait? À la fin du plan quinquennal, le Mali avait déjà la compagnie Air Mali qui a été créée, comme mon collègue l'a dit, en 62. La compagnie Air Mali avait 18 avions, dont 15 avions achetés à l'Union soviétique. Donc, ça c'est fait. Et ensuite, quoi d'autre qui a été réalisé dans le cadre de la coopération entre le Mali et l'Union soviétique à l'époque? C'est que dans le domaine éducatif, ils ont permis de créer ici l'école secondaire de la santé, où on formait les sages-femmes. À l'époque coloniale, toutes nos sages-femmes étaient formées à l'extérieur. Mais avec l'appui de l'Union soviétique, on a créé l'école secondaire de la santé pour former des infirmières d'État et des sages-femmes. Ensuite, quoi d'autre? Avec l'Union soviétique, comme je vous l'ai dit, on avait que 15 cadres supérieurs quand on accédait à l'indépendance. Donc avec l'Union soviétique, on a pu créer l'école nationale d'administration pour la formation des cadres. On a pu créer le centre de formation professionnelle qui permet des ouvriers de moyenne et de haute qualité. Et c'est d'ailleurs dans ce centre de formation professionnelle créé avec l'Union soviétique que les meilleurs étaient recrutés, envoyés à l'Union soviétique, formés pour venir conduire les avions que nous avons achetés avec l'Union soviétique. Et au moment du coup d'État de 1968, les avions qu'on avait, donc 15 achetés avec l'Union soviétique, tous les pilotes et techniciens à bord comme au sol avaient été formés à l'Union soviétique. Voilà encore quelque chose qu'il faut dire. Et qu'est-ce qui a été fait d'autre? Vous connaissez au bord du fleuve, il y a un grand bâtiment qui sert actuellement à l'école normale supérieure. C'était le don de l'Union soviétique, du Parti communiste de l'Union soviétique, à l'Union soviétique RDA dirigée par le groupe État comme école supérieure du parti. Ça a été aussi un acquis. Et chaque année, pas moins de 400 à 500 étudiants bacheliers étaient envoyés à l'Union soviétique pour être formés et devenir des cadres. Et moi, j'en suis un pour lui. J'en suis un pour lui. Donc, dans tous les domaines, pratiquement, ça se faisait. Alors, c'est pour dire à quel point, à l'époque, l'Union soviétique a permis à la jeune République du Mali d'asseoir ses bases, de se développer et d'arriver à un niveau où le Mali faisait la jalousie de beaucoup de pays à travers le monde en Afrique et était jalousé pour son combat pour la souveraineté. Donc, ça, c'est des acquis qu'il faut aussi rappeler. Mais malheureusement, l'Union soviétique a été disloquée. L'Union soviétique a été disloquée. Donc, ça a joué sur les rapports entre le Mali et l'Union soviétique. Et c'est précisément le 16 janvier 1992 que le Mali a reconnu la Fédération de Russie comme continuateur de ses relations avec l'Union soviétique. Alors, maintenant, quand je dis Fédération de Russie, je fais la conclusion et j'en sors, je voudrais, comme mon cadet l'a dit, quand on dit Fédération de Russie, beaucoup de gens se disent, mais quand on dit Fédération de Russie, bon, nous on ne comprend pas parce que Poutine est le président et la capitale c'est Moscou et la Fédération.
En réalité, quand on dit fédération de Russie, parce que la Russie actuelle qu'on appelle fédération est composée de 85 territoires. 85 territoires, dont 22 républiques autonomes qui ont une autonomie constitutionnelle. Et surtout tous ces territoires et toutes ces républiques qui ont accepté de vivre dans un ensemble fédéré qu'on appelle aujourd'hui la Fédération de Russie. Donc ça aussi, je voulais le préciser avant d'en sortir. Peut-être qu'avec les questions, j'aurai le choix. Merci. Monsieur Télété, que nous applaudissons, madame. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons donner la parole au plus jeune du panel. Comme je l'avais annoncé, lui, il est dans un tout autre domaine. Voilà, il va nous parler de l'exploitation minière. L'exploitation minière en Russie, avant Poutine, il va faire l'état des lieux. L'exploitation minière en Russie, depuis que Poutine est au pouvoir, et il va nous montrer si oui ou sinon on doit tisser un parallèle entre la politique de Poutine par rapport aux ressources minières et la politique adoptée par nos autorités de la transition. Monsieur Djibril Diallo, je vous demande d'applaudir une fois de plus, madame. Bonsoir tout le monde. Je remercie. Allô? Bonsoir tout le monde. Je remercie tout le monde. Et je remercie les organisateurs pour cette initiative afin que nous puissions parler des relations russo-maliennes depuis le temps de l'Union soviétique jusqu'à maintenant. Lisa a oublié de souligner, moi je suis enseignant-chercheur, j'enseigne à l'université. Donc, ce qui fait que je peux connaître les choses avant même que ça soit mon temps. Donc, si je parle de l'URSS, il faut qu'on fasse une petite historique de l'URSS. Moi, je peux essayer de parler de l'URSS à sa fin. Je rappelle que le dernier président de l'URSS, c'était Mikhail Gorbatchev. C'est lui qui a mis fin à l'URSS par des politiques menées à l'étranger. À l'époque, l'URSS traversait une crise économique très difficile. Et on l'a poussé à obliger à signer la Petroïska. J'ai oublié le nom exactement. En fait, de disloquer l'URSS qui était une puissance militaire et une puissance économique mondiale. Donc, il fallait disloquer cette puissance. En 1991, à la fin de l'URSS, il est né la Russie. Parce qu'il est très important qu'on fasse réfléchir un peu la mémoire des gens. Et le premier président de la Russie, c'est Boris Eltsine. C'est le premier président de la Russie. Après la dislocation, que certains appellent aussi la dissolution de l'URSS. Donc, certains États se sont dissociés de l'URSS, ont eu leur indépendance, et la Russie est restée. Boris Eltsine a géré pendant 8 ans ou 7 ans. En tout cas, je pense que 99, c'est pas que je pense que 99, Poutine est venu, il était premier ministre, après il est devenu président par intérim, après les élections il est devenu président en 2000. Donc je pense que de 2000 jusqu'à maintenant, c'est son parti qui est au pouvoir et lui-même. À un moment il y avait eu une alternance avec Medvedev, il était devenu le premier ministre. Voilà. Donc maintenant je reviens au sujet des ressources minérales parce que souvent les gens font la confusion entre les ressources minérales et les ressources minières. Moi étant un enseignant, un professeur, je vais essayer d'enlever un peu cette confusion dans la tête des gens. Les ressources minérales, c'est l'ensemble des ressources, des substances minérales à l'état gazeux, à l'état solide et à l'état liquide. À l'état liquide, nous avons le pétrole. À l'état gazeux, nous avons le gaz naturel. À l'état solide, nous avons l'or, tout ce qui est solide. C'est ce
qu'on appelle tout ce qui est solide, des substances minérales sont des ressources minières. Mais maintenant, quand on va parler de la Russie, il faut qu'on parle des ressources minérales et non des ressources minières. Si nous essayons de voir l'économie russe, la Russie est le premier producteur du gaz naturel dans le monde. Et assure l'approvisionnement de 40% du besoin de l'Europe en gaz naturel. Si vous prenez le pétrole, la Russie est le troisième grand producteur du pétrole dans le monde. Si vous prenez l'or, la Russie est le deuxième plus grand producteur de l'or dans le monde. Si vous prenez le nickel, la Russie est le plus grand producteur de nickel dans le monde. Si vous prenez l'uranium, la Russie est le cinquième producteur d'uranium dans le monde. Le cobalt, la Russie est le troisième producteur. C'est pour vous dire que ces ressources, la Russie étant un pays qui englobe ces ressources minérales. L'économie russe est bâtie sur ces ressources minérales. C'est ce qui a permis le développement de la Russie. Et l'avantage de la Russie, c'est que la Russie a formé ses ingénieurs afin de faire face à ces besoins-là, de comment exploiter les ressources, les recherches de ces ressources. Je crois que cela a été vraiment un gros avantage pour la Russie en formant des ingénieurs de bonne qualité. Et c'est là avec des grandes universités comme l'Université des mines de Saint-Pétersbourg, qui est l'une des meilleures universités au monde, et qui forme des milliers d'étudiants dans l'exploration et dans l'exploitation des ressources minérales. Pour une petite anecdote, moi-même j'ai été là-bas à cette université à Saint-Pétersbourg, où j'ai visité cette université. Vous allez voir que c'est des gens qui font la théorie et la pratique en même temps. Donc ce qui fait que les ingénieurs qui sont de ces écoles vraiment ont le niveau et sont prêts à être employés directement dans leur secteur. Mais maintenant, si nous venons sur la coopération entre la Russie et le Mali dans le secteur minier de l'URSS à la Russie actuelle, vous allez voir que à l'époque de l'URSS, la première mine d'or du Mali, le Mali l'a eu grâce à la Russie, grâce à la collaboration avec, grâce à la collaboration avec l'URSS à l'époque. Et la plupart des ingénieurs qui ont eu à faire des grands travaux pour la découverte des gisements qui sont devenus des mines, tenez-vous bien, la plupart ont fait leurs études en Russie. Je répète, c'est à l'URSS à l'époque. Un exemple, Dr Madani Diallo, lui il a étudié à l'Ouzbékistan, à Tashkent à l'époque. Il a été à l'origine de la découverte de pas mal de mines ici au Mali qui sont devenues des mines industrielles. Donc tout ça, c'est les avantages de la coopération avec la Russie qui a permis de former beaucoup d'ingénieurs maliens. Et ces ingénieurs vraiment ont participé à la recherche, à l'exploitation des ressources minières au Mali. Donc, et mon père l'a dit, la cimenterie de Diamou, c'était grâce aux Russes. La recherche du pétrole au nord du Mali, c'était grâce aux Russes. Bien que le projet n'a pas continué parce que, il faut le rappeler aussi, après la dislocation de l'URSS, il y a eu un grand vide. Il y a eu un très grand vide sur le plan de collaboration économique. Comme il y a eu la dislocation, la Russie s'est un peu rétractée. Et finalement, les pays africains comme le Mali, qui avaient de très bonnes relations avec l'URSS, étaient obligés de se retourner vers d'autres partenaires. Donc, ce qui a fait que vous allez voir que 91 jusqu'en 2020, sur le plan économique, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre la Russie et le Mali. Et ça,
il faudrait essayer de corriger ça. Parce que notre collaboration doit aller au-delà de la collaboration militaire, de la collaboration diplomatique. Il nous faut une collaboration économique où vraiment la Russie et les pays africains, surtout le Mali, comment nous aider dans un partenariat de gagnant-gagnant dans la transparence à exploiter nos ressources minérales. Parce que nous savons tous que la Russie a la capacité technique, a la capacité intellectuelle de pouvoir nous aider à exploiter le pétrole au nord du Mali, à exploiter le gaz et d'autres substances minérales telles que l'uranium. Si vous prenez le nucléaire, tout le monde sait que la Russie est une puissance nucléaire dans le monde, que ce soit le nucléaire civil et militaire. Donc, il faudrait que nous essayons de mieux profiter de ces relations et de partenariat dans le domaine économique qui maintenant va se faire sur les ressources naturelles et les ressources minérales. Si nous prenons le cas de la Chine, on a plus d'échanges commerciaux avec la Chine qu'avec la Russie. Mais et pourtant, diplomatiquement, on est plus proche de la Russie et de la Chine. Donc, il faudrait que nos autorités pensent à développer ce genre de relations. La Russie, ayant toutes les expertises dans l'exploration pétrolière, pourquoi ne pas faire appel à des sociétés russes? La Russie a l'un des meilleurs chemins de fer du monde. Et pourtant, le Mali, on en manque. Pourquoi ne pas faire appel à la Russie pour nous aider à avoir des chemins de fer? Et pourtant, nous avons la matière première sur place. Le fer dans la zone de Kita, à Sarabari, on a un grand gisement de fer là-bas. Donc, il est très important que nous essayons de renforcer ce partenariat sur le plan économique aussi. Au-delà des relations diplomatiques et militaires, essayons de développer ces partenariats économiques qui va davantage nous rapprocher et qui va davantage renforcer la collaboration entre le Mali et la Russie. Donc, surtout sur le plan de la formation, et ça aussi c'est très important, la Russie a aidé le Mali à former beaucoup de cadres. Et vraiment, nous sommes reconnaissants envers la Russie par rapport à ça. Mais franchement, il faut reconnaître de 1991 à 2020, la Russie s'est trop rétractée sur le plan économique, en laissant ce vide. Comme on le dit, la nature a horreur du vide. Et nous voyons que Poutine, avec sa nouvelle politique, je pense, a compris que il faut raffermir les relations, rétablir les relations qui existaient entre l'URSS et ses pays africains. Parce que aujourd'hui, avec la géostratégie, avec la géopolitique, l'Afrique aussi est une puissance. Donc, si la Russie laisse ses anciens alliés dans la main d'autres États, je pense que ce n'est pas bon pour même la diplomatie de la Russie. Pour cela, il faut renforcer la collaboration économique, le partenariat économique. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment, nous voyons qu'avec l'arrivée de Poutine, il est en train vraiment de faire naître vraiment cette fibre de patriotisme entre le Mali et la Russie. Et vraiment, nous souhaiterons, nous en tant que Maliens, renforcer davantage cette relation avec la Russie, parce que l'avantage de la relation avec la Russie, c'est que ce n'est pas une relation basée sur le paternalisme, contrairement à notre pays colonisateur qui pense qu'on lui doit tout, alors que la Russie n'agit pas comme ça. La Russie n'a pas une façon de gérer nos relations sur la base du paternalisme ou du colonisateur colonisé. Donc ce qui fait qu'on a tout intérêt à mieux collaborer avec les Russes et ne pas oublier aussi les non-alignements, comme
mon oncle là, Modibo aussi, il a dit que le pays ira chercher ses intérêts là où ça se trouve. C'est ça les non-alignements. Mais nous donnons plus de priorité à nos amis qui sont plus proches de nous, qui nous respectent dans nos choix, qui ne s'immiscent pas dans nos affaires personnelles, dans nos affaires intérieures. Ça, c'est très important. Merci. Merci beaucoup. On applaudit encore M. Tchalos. Ok. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre notre programme. Et vous l'avez vu entrer dans la salle à un moment donné. Il est économiste. Et c'est un ancien de la Russie. Et c'est le coro national ici, en tout cas dans cette salle-là. Et il est membre du CNT, il est membre de la commission défense du CNT. Et il ne peut pas être là et ne pas nous dire un mot sur les relations entre le Mali et l'Union soviétique, le Mali et la Russie. Mesdames, Messieurs, vous aurez compris que je parle ici de l'honorable Hussein Ouattara, que je vous demande d'applaudir très fort. Et dont la présence dans cette salle aujourd'hui m'étonne parce que hier seulement ce n'était vraiment pas évident. Ce matin encore ce n'était pas évident, compte tenu de ses multiples occupations. En tout cas, il a tenu à être là finalement. Merci honorable et s'il vous plaît, ici pour un mot à l'assistance, un mot pour tout le public d'Africa Bleu qui nous regarde en ce moment et en direct. Merci ici. Si tu dis pour un national, pendant que moi je suis là. Pas d'applaudir là, monsieur. Merci beaucoup. J'espère que le courant est là. Je remercie Africa M. Robert Issa. Et je remercie encore nos amis russes qui ont voulu m'inviter ici. Malheureusement, je n'ai pas pu venir un peu plus tôt. L'occupation. Je vois que les panélistes sont déjà là. Ils ont beaucoup parlé. Ils ont tout dit presque. Moi, je n'ai pas beaucoup à ajouter. Ce que je veux dire seulement que l'amitié entre le Mali et la Russie, l'ancienne Union soviétique date de loin, c'est vrai, ça date de loin, parce qu'il faut reconnaître que c'est depuis les temps coloniaux, c'est surtout Khrouchtchev et d'autres présidents qui ont insisté pour que les pays africains puissent accéder à l'indépendance. L'histoire a déjà été relatée. Ce que je veux dire seulement est que les échanges commerciaux entre le Mali et la Russie aujourd'hui n'est pas à hauteur de Suède. Le professeur Diallo l'a déjà dit. Mais à cela, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de causes, beaucoup de facteurs. Il faut reconnaître que si vous connaissez la Russie, les industries qui sont en Russie sont des industries très lourdes. Des industries de métallurgie, des industries d'engrais, des industries chimiques, et qui sont destinées à de grands marchés aussi. C'est pourquoi nous, nos États, qui sont très faibles économiquement, n'avaient pas de relations directes dans ce sens-là avec la Russie. Généralement, on avait des intermédiaires étaient les pays européens qui payaient et qui venaient nous revendre. Par exemple, avec la Chine, tel n'est pas le cas, parce qu'en Chine, il y a l'industrie manufacturière, ainsi de suite, qui est très développée, mais en Russie, tel n'est pas le cas. Les industries russes sont très grandes. Et comme vous le savez, par exemple, si on prend le domaine de la métallurgie ou le domaine des engrais, si vous allez là-bas et que vous allez traiter avec ces grandes usines-là, si vous n'avez pas une enveloppe de commande qui avoisine par exemple les 600 000 tonnes, vous n'avez pas, ils ne s'intéressent pas à vous tellement. Voilà l'une des raisons. Alors que ici, nous, nos opérateurs économiques qui sont là, si vous voyez leur
enveloppes, ils ont des commandes de 12 500 tonnes, de 27 000 tonnes parmi les plus gros. Généralement, ça ne dépasse pas les 50 000 tonnes. Ou alors que ça, ce n'est pas très attrayant pour l'industrie russe. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que les Russes même ont compris. Et je pense que les choses vont aller un peu plus vite et les échanges vont évoluer. Et je suis sûr que ce que le professeur Diallo a touché du doigt, ce qui concerne les chemins de fer, ils sont en train de voir, parce que si vous voyez les chemins de fer, le système qui est ici diffère du système qui est ici. Le système des rails, le système des essieux, le système même des forces qui sont sur les essieux diffèrent. Si nous avons des locomotives aussi qui font des pressions de 18 tonnes, 10 tonnes et ainsi de suite, ici c'est 28 tonnes, 10 tonnes. Donc il y a une très grande différence. Mais nous cherchons quand même des voies pour pouvoir collaborer aujourd'hui ensemble. Et je suis sûr que cela va aller de loin. Mais il faut que nous aussi, nos opérateurs qui sont là, fassent preuve de dynamisme. Parce qu'il faut reconnaître que les opérateurs qui sont là ont été intégrés par le marché européen, qui faisaient tout pour eux, toutes les commandes. Et surtout, quand on veut commander quelque chose, c'était la partie européenne-américaine qui préparait tous les contrats, alors qu'avec la Russie, ce n'est pas ça. Si vous voulez coopérer, il faut dire exactement ce que vous voulez. Eux aussi, ils vont vous faire leurs propositions. Mais ne venez pas seulement nous en cherchant et puis vous arrêtez comme ça. Et eux-mêmes, ils cherchent des solutions pour vous. Non. Vous devrez dire exactement ce que vous voulez. Mais une fois que c'est sur papier, sois sûr que c'est ça qui sera appliqué. Il ne faut pas dire après qu'on pensait comme ça, mais ça a été écrit comme ça. Non. Là-bas, ça ne marche pas. On fait exactement ce qui est écrit sur le papier. Et c'est tout ce que je voulais ajouter un peu. Il y a Blagadaro, raciste intrusien. Ça touche au saut et vrai, mais dismatria na desložno сегодня, которые мир знает, потому что мы все знаем, что раньше были как будто договоренности в сфере влияния. Например, Африка это была как сфера влияния Франция. И раньше у России не было как такового африканская политика какая-то. Потому что у них было тоже интерес европейские страны. И, наверное, они хотели помешать. Но это сами европейцы начинали все нарушать. Они хотели заодно взять Россию, чтобы не сказать какие-то слова, такое за жабры, и африканские страны тоже. То есть они хотели, чтобы их воля только владельствовали везде. Поэтому сейчас мы поняли, чтобы торговать с Россией, нам не нужны посредники, как французы, как англичане и как другие страны. Зачем мы должны через них их обогатить и потом зависеть от них? Сейчас, если сегодня мы будем иметь прямые отношения, торговать между собой, это намного лучше. Мы можем с одной стороны поднять уровень наших предприятий, чтобы мы могли быть таким клиентом для России, чтобы они не жалели, что нет репрессий. Понимаете? Так что я думаю, со временем и российские страны тоже, они должны понимать, что у нас наши способности пока постепенно мы увеличиваем. Поэтому это будет нам позволять лучше сотрудничать, лучше понимать друг друга. Чтобы с одной стороны, с другой стороны, мы проявили больше терпения друг к другу. Вот это все, что я хотел добавить. Спасибо. Merci beaucoup. Merci. Il a déjà fait. Ok. Merci, honorable Ouattara, pour cette intervention. Vous qui nous suivez à un moment donné de cette journée, nous allons vous proposer des vidéos qui vont nous parler de l'agriculture en Russie. Par exemple, aujourd'hui, la Russie est le premier exportateur de blé au monde et il est intéressant de savoir que le blé russe est demandé dans plus
de 100 pays dans le monde. Nous allons parler d'énergie nucléaire également, la Russie étant le premier pays au monde pour le nombre d'unités de production d'énergie nucléaire en construction à l'étranger. Mesdames et messieurs, nous parlerons une fois de plus d'agriculture et cette fois-ci de production d'engrais en Russie, qui est le deuxième producteur d'engrais dans le monde. Et le fleuron de ce secteur sont les entreprises de niveau international. Comment parler de la Russie sans parler de cette Russie des BTP avec des milliers de kilomètres de route, des ponts, des aéroports, des gares, des stades, des espaces publics. Bienvenue pour vous qui venez de nous prendre sur l'Africable Télévision. Vous ne vous trompez pas du tout, vous êtes sur la panafricaine des chaînes et nous célébrons aujourd'hui la journée de la Russie et nous sommes avec nos panélistes sur le premier thème de la journée, à savoir la Russie et le Mali de l'Union soviétique à nos jours. Donc notre panel a fait un premier tour. Nous allons vous redonner la parole, messieurs du panel. 2 minutes sinon 3 tout au plus pour chacun, pour des éléments de conclusion ou bien de précision, des choses qui ont dû vous échapper pendant le premier exposé. En tout cas, toute rectification est possible maintenant. Et je commence par moi-même, le doyen Tekete est le doyen des doyens dans la salle. Et je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et donc nous commençons par le premier ordre. Donc nous commençons par monsieur Sembaran. Je vous remercie. Bon, moi, c'est en tout cas le côté que je veux que le Mali regarde encore, c'est concernant la compagnie aérienne. Il nous faut une compagnie aérienne à la hauteur de Air Mali. Et si ça pouvait revenir, je ne connais pas les conditions, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais c'est mon souhait le plus grand et le plus absolu. Donc si la compagnie Air Mali pouvait revoir le jour, même si c'est sous une autre appellation, alors ce serait vraiment pour le grand bonheur. Je vous remercie. Oui. Allez-y. D'accord, merci. Bon, moi je pense que on a déjà touché du doigt l'insuffisance qui est le fait que la coopération entre la Russie et le Mali n'est pas tellement à la hauteur en matière commerciale. En matière de biens, de services, etc. Je pense que les besoins du Mali sont tellement nombreux que les Russes peuvent prendre une part dans leur satisfaction. Oui. Tous ces jeunes qui sont là, qui attendent du travail, il y a des entreprises en Russie qui peuvent créer ici des filiales, pouvoir même se faire représenter ici par des gens, et puis créer des emplois. Donc ça c'est un aspect assez important. La coopération quand même État-État c'est bien, mais il est temps qu'on crée ce cadre pour que ce soit même les associations, le contact entre les associations russes et les associations maliennes, entre les jeunes, heureusement que c'est en bonne voie. Donc je pense qu'il faut qu'on explore ce côté. Vous qui êtes là, vous les Russes qui êtes venus au Mali, bon, ceux qui sont là-bas ne connaissent pas forcément les potentialités qui sont là. Ils peuvent avoir des craintes pour l'investissement. Vous avez aussi un rôle à faire, c'est-à-dire c'est de les rassurer des besoins du Mali, des potentialités commerciales qui sont là. Ça c'est important. Donc l'accès aussi des Maliens à la culture russe, l'accès des Maliens à la télévision russe, beaucoup apprennent ici la langue. S'ils ont les moyens d'écouter les télévisions russes, c'est aussi bien. Dans ce domaine, il y a vraiment un but.
Donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de collaboration inexploitées et qu'il faut quand même tâcher de voir et de satisfaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Diallo. Ok, merci beaucoup Issa. Moi je pense que Honorable vient de dire exactement la marché sur ma langue, c'est-à-dire les échanges commerciaux entre la Russie et le Mali. Il y a beaucoup à faire parce que nos relations ne doivent pas se baser uniquement que sur des relations diplomatiques ou militaires. Il faut aller au-delà de ça. Moi étant géologue, moi je rêve de voir des entreprises russes nous aider pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et le gaz, de l'uranium, nous aider à l'installation des centrales nucléaires et de nous aider à installer d'autres usines dans les ressources minérales et même dans les ressources naturelles. Vous venez de dire le blé. Le blé, ils peuvent nous aider à aménager la zone de Kéré afin que le Mali puisse produire lui-même ses propres blés. Comme l'a dit un président, c'est pas bon qu'on aille tendre la main tout le temps. Mieux vaut aider quelqu'un à pêcher que de l'apprendre à manger le poisson. Donc il faudrait que nous sortions de ces relations où c'est uniquement basé que sur 2 points. Il faut aller au-delà de ça. Tout récemment, moi, comme tu l'as suggéré, moi j'étais à Saint-Pétersbourg pour participer à un grand forum des BRICS et sur comment faire que les ressources minérales puissent bâtir notre souveraineté nationale. Il y avait beaucoup de pays qui étaient là-bas, on a discuté, mais la Russie c'est un exemple. Sauf que là où la Russie a failli, c'était d'abandonner économiquement le monde dans la main des institutions de Bretton Woods. Ce fut un grand désastre. Comme l'a dit Poutine, il dit que la dislocation de l'URSS fut la plus grande catastrophe du siècle. Et laisser le monde aussi dans la main de 2 institutions de Bretton Woods, qui est le FMI et la Banque mondiale, ça a été un désastre. Imaginez une grande puissance économique comme la Russie qui a brillé par son absence. Le Brésil, et l'Afrique du Sud, l'Inde, ce sont des puissances économiques. La Chine, qui est même en train d'aller vers la première puissance économique au monde. Déjà, donc, vous voyez une institution du monde où la Chine ne fait pas partie. Donc, ces 2 institutions, dont l'un est géré par les Américains, qui est la Banque mondiale, d'ailleurs, le président de la Banque mondiale, généralement, est toujours un Américain, et l'autre est géré par les Occidentaux, les Européens, dont le président est très souvent un Français ou un Allemand, et le reste du monde. Je pense que Poutine a compris cela, c'est pour cela qu'il a créé le BRICS. Je pense que le BRICS, c'est une opportunité pour le reste du monde entier de ne pas se laisser berner, que nous soyons sur le banc de touche du monde. En tout cas, c'est ce que je voulais ajouter. C'est une très grande opportunité sous le leadership de Poutine qui a compris qu'il y a eu une grosse erreur et je pense qu'il est en train de corriger ça. Et je pense que si nous partons vers ça, il va y avoir un équilibre économique mondial. Sinon, à ce rythme, vraiment l'Afrique ne peut pas s'en sortir. Avec toutes nos ressources naturelles, minérales, on ne peut pas s'en sortir. Voilà, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Diallo. M. Tegetier, 2 minutes également. Merci. Bon, moi je dirais que dans ces conditions-là, les constats sont là tous les jours, hein, nous le voyons. L'humanité entière a envie de vivre autrement qu'elle ne vit actuellement. Partout quand on voit les mouvements, on sent qu'il y a la volonté de vouloir vivre autre chose que ce que nous avons jusqu'ici vécu. Alors, je dirais dans ces conditions que personne ne doit se sous-estimer et personne ne doit surestimer l'autre. Pourquoi dis-je cela? Toutes les nations se valent en termes de dignité, d'honneur et de respect de soi et des autres.
Aujourd'hui, nous constatons que la Russie est en train de se battre. Nous, pour ce que nous savons de l'histoire de la Russie soviétique, et aussi la Russie après la désintégration de l'Union soviétique, nous voyons que la Russie est aujourd'hui la cible prioritaire, primaire du monde occidental. Parce qu'ils sont convaincus que aussi longtemps que la Russie va accroître sa puissance, le monde ne sera plus jamais comme elle a été jusqu'ici. Un monde dominé par les intérêts des capitalistes monopolistes qui sont en train de tout faire, voyant que tout est en train de leur échapper, ils sont prêts à vouloir tout détruire. Alors c'est pourquoi nous pensons que nous devons joindre nos forces à celles de la Russie pour faire en sorte que le monde soit un monde de paix, un monde où tous les peuples vivront dans la souveraineté pleine et entière. Et pour cela, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous ne devons pas croire que parce que la Russie est puissante sur le plan militaire, nous n'avons rien à apporter pour qu'on puisse vaincre ces forces du mal qui ont toujours fait du monde ce qu'ils veulent au nom de leurs intérêts exclusifs. Alors en n'aidant pas la Russie, en croyant que c'est la Russie qui doit tout faire pour nous, nous aurons failli. Nous avons aussi à faire quelque chose pour la Russie. Elle a connu ses hauts et ses bas. On a vu, avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, la profonde crise économique que la Russie a connue dans les années 80, surtout vers 1998. Mais on a vu que c'est avec l'arrivée de Poutine et les réformes qui ont été entreprises par cet homme et l'équipe qu'il a pu amener avec lui, qui ont permis aujourd'hui à la Russie d'être ce qu'elle est et de vouloir faire comme Poutine lui-même l'a dit, le monde ne sera plus jamais ce qu'il a été. Un nouveau monde est en train de naître. Et ce monde sera l'œuvre de tous les peuples épris de paix et de dignité. Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas cela, ça ne va pas marcher. La Russie, elle seule ne peut pas tout faire. Nous devons nous mobiliser avec elle pour faire en sorte que le monde ne soit plus un monde unipolaire, un monde au nom d'une prétendue mondialisation qui ne vise en fait que les intérêts du capitalisme monopoliste étranger. Alors pour cela, je pense que l'information a un très grand rôle à jouer. Nous devons multiplier les échanges. Nous devons faire en sorte que permanemment, je ne sais pas trop comment, mais en y réfléchissant, faire des échanges entre nos différentes télévisions, entre nos zones de médias. Nous sommes à la retraite, mais nous n'avons pas baissé le bras. Au moment précis où je vous parle, j'ai fait 20 livres, uniquement pour faire en sorte qu'il y ait un éveil de conscience, pas seulement au niveau des populations au Mali, mais de l'Afrique et pourquoi pas de toute l'humanité. Et je crois que c'est à ce prix que nous pourrons sortir des griffes du monde occidental qui est prêt à tout, faire en sorte que même le monde sombre entièrement, parce qu'ils sont en train de voir que le monde est en train de leur échapper. Et pour cela, nous devons multiplier les échanges, conjuguer nos efforts à tous les niveaux, sans sous-estimer et sans surestimer. Merci, monsieur le député. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, permettez de rappeler le contexte de cette journée. La Russie qui célèbre sa journée le 10 juin. Ici au Mali, depuis le 10 juin, c'est mardi. Nous fêtons déjà cette journée de la Russie, une initiative de perspective sahélienne en collaboration avec African Initiative. C'est le lieu une fois de plus de saluer M. Mamadou Ba pour son engagement en faveur de l'amitié entre les peuples. Mamadou Ba qui est le président des perspectives sahéliennes. C'est le lieu de saluer la présence de Anna Zamaraeva qui a fait le voyage de la Russie jusqu'à Bamako. Et rien que pour cette journée, elle est arrivée seulement avant-hier et elle retourne demain. Nous ne pouvons que l'applaudir pour cela. Nous saluons la présence de l'honorable Ouattara, une présence qui n'était plus à l'ordre du jour dans ma tête, tellement que je sais combien vous étiez bousculé, honorable. Merci d'avoir fait l'effort d'être là aujourd'hui. Oui. Un mot? D'accord. Avec l'utilisation du code ministre. Ouais, tout juste quelques informations. Je voulais dire que ce qui concerne la compagnie aérienne Air Mali, cela a déjà été créé, ça s'appelle Mali Airlines. Et même les dirigeants ont été presque nommés. Seulement, ça reste seulement à ces dirigeants-là d'engager pour parler avec la Russie. Il y a le Superjet 100 en Russie, il y a les MS1 qui peuvent contacter des compagnies de leasing pour pouvoir quand même affréter. Ça sont des avions niveau russe qui sont très fiables et qui sont adaptés à notre région. Donc c'était juste pour... Et par ailleurs aussi concernant la mine, pour M. le professeur Diallo,
Déjà, la société de Tatarstan, Yadran, a déjà conclu un contrat avec la Mali pour la construction d'une raffinerie d'or qui va raffiner à peu près 200 tonnes par an. Et encore, il y a une autre société qu'on appelle Yuzuran Zolata qui est en contact pour pouvoir acquérir la mine d'or de Morila. Les échanges sont très avancés. Celui même qui est devenu ici, Alek Vladimirovich Ilalim, je le connais personnellement. Donc je suis sûr que les derniers points seront mis sur les îles. Et en tout cas, le travail a commencé avec la Russie et ça va aller. Et soyez sûr que nos deux présidents, aussi bien que le général d'armée Assimi et le président Poutine, sont des grands stratèges. La façon dont Poutine a pu mettre la Russie à cheval, je suis sûr qu'il va aider notre Assimi aussi à faire la même chose pour le Mali. J'ai été acteur de tout ça. Je peux vous dire qu'en Russie, il y a des hommes très valables. Si on travaille avec la directrice de la Banque centrale de Russie, Naboulina, c'est quelqu'un qui a vraiment la tête comme il faut, ou bien Novak, leur ministre des Finances. Parce que si vous voyez toutes les forces que les Européens et les Américains ont fait pour mettre l'économie russe à genoux, ils n'ont pas pu le faire. Ça veut dire que ces deux gens-là ont tellement travaillé que c'est la France qui est en difficulté aujourd'hui. Merci. 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 Alors, monsieur, donc je continue de saluer et je salue la présence d'Anastasia qui est la représentante de l'Agence fédérale de la jeunesse de la Fédération de Russie. Et je rappelle qu'au mois de septembre, il y aura un festival de la jeunesse en Russie à Nizhny Novgorod. Et pour tous ceux qui savent de quoi nous sommes en train de parler à l'instant T, eh bien les inscriptions ont commencé. Je répète une fois. Les inscriptions ont commencé. Je répète 2 fois. Les inscriptions ont commencé. Je répète 3 fois. Les inscriptions ont commencé. Inscrivez-vous et croyez-moi, les résultats seront les plus crédibles possibles. Donc merci à vous, Anastasia, d'être là. Mesdames et messieurs, nous saluons également nos panélistes, M. Djibril Diallo, qui est universitaire, ingénieur géologue minier. Nous saluons M. Amara Sembara, qui est ingénieur en génie civil, ancien de la Russie, qui est notre consultant ici au niveau de perspectives sahéliennes. Commandant Abjégite. Ah, ok, d'accord. Donc, Amara Sebara, on applaudit également, mesdames et messieurs. Et nous saluons la présence de Dr Ba Diakité, qui a son PhD en sciences pédagogiques à spécialité langue et culture obtenue en 1992 à l'Institut d'État de la langue russe d'Alexandre Pouchkine de Moscou. Et enfin, notre 4e panéliste, M. Daouda Namatek, était journaliste, écrivain à succès. Lui-même, il a dit une vingtaine d'œuvres quand même à son actif. Je citerai volontiers toujours ces livres-là. Modibo Keïta, portrait inédit du président. Je citerai également Proverbes et sagesse africaine. Je citerai surtout et je recommanderai à tous les jeunes qui sont dans la salle ces livres de Daouda Tekete qui parlent des inventeurs noirs de l'histoire qu'on fait tout pour occulter. Ils sont nombreux et il a fait une sorte de catalogue de tous ces inventeurs noirs dans l'histoire et ici et là, partout dans le monde et qui ont vraiment contribué à la révolution scientifique et technique et qu'on fait tout pour ne pas en fait faire savoir leur existence à la génération des jeunes que vous êtes. Donc je vous renvoie tous à ces livres-là de Daouda Tekete, fruit quand même d'une dizaine de recherches quand même qu'il a menées sur le terrain pour aboutir quand même à la rédaction de ces livres-là. Mesdames, Messieurs, cette journée de la Russie s'est faite également en partenariat avec des écoles, notamment le lycée Prosper Camara, et nous saluons dans la salle la présence du proviseur
du lycée Camara, M. Jacob Keita, que je vous demande d'applaudir. Il est là. Et il y a le lycée Koya Mariko. Nous avons la présence également du proviseur du lycée Koya Mariko, M. Diakarija Koulibaly, dans la salle, que je vous demande d'applaudir une fois de plus. Le lycée, la Bruyère également est là, et toute la direction, et le proviseur, les censeurs. Nous vous saluons tous pour votre présence. Cette journée est passée sous haute couverture des presses, tous les journalistes présents dans la salle. Merci à vous tous. Alors, monsieur, nous sommes sur Africable qui est partenaire de cet événement-là, Africable Télévision, que nous saluons, que nous remercions. Alors, monsieur, vous avez dû comprendre pendant cette conférence-là que nous sommes installés sur des sites, ici dans le salon et dans la cour. Et donc, tout de suite après cette conférence-là, mesdames, messieurs, nous allons partir dans la cour pour poursuivre le reste du programme et nous aurons la chance aujourd'hui d'écouter des jeunes lecteurs du Mali. Ce sont des étudiants, ce sont des professeurs de lettres qui sont organisés en club de lecteurs. Ils sont au nombre de 10 clubs qui vont chacun nous présenter un exposé sur le thème la guerre et la paix dans la littérature russe. Et après, mesdames, messieurs, bien entendu, une telle fête sans manger, ce n'est pas possible. Et donc, on a une cuisine également au programme, un concours culinaire entre les lycées partenaires, justement. Et ce sont des jeunes filles de 16 à 18 ans qui ont fait des plats, qui nous ont présenté des plats de résistance russe, mais aussi des salades russes. Donc nous allons rendre l'antenne à la régie à Daoudabou, et quand nous aurons fini de nous réinstaller donc dans la cour cette fois-ci, mesdames, messieurs, avec votre permission, nous serons une fois de plus sur Africa Télévision. Merci de ne rater aucun moment de cette journée de la Russie. Merci, à très bientôt.